Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Noël en famille, hein, clairement. Et puis là, je vous souhaite de joyeuses fêtes par avance, hein, pour le jour de l'an, parce que là, on est entre le Noël et le jour de l'an, on est en plein dedans. Donc, je vous souhaite des bons préparatifs, tout la totale. Et donc, sinon, bah écoutez, aujourd'hui, on va faire le point hebdomadaire, hein. Ça y est, je suis arrivé quand même à me caler un créneau pour faire la vidéo. C'est vrai que là, en plus, j'ai changé mon micro, donc j'espère, écoutez, dites-moi en commentaire si le son est meilleur, si c'est bon. Enfin voilà, bon, normalement, j'ai tout paramétré exactement comme l'ancien micro, mais je crois que celui-là, il marche mieux. Bon, vous m'en direz des nouvelles. Et puis sinon, bah écoutez, on va faire le point, hein, comme d'habitude, hebdomadaire, hein, sur la crypto-monnaie, le Bitcoin, VeChain, Ondo, le RW en général, avec les projets comme Plume, XRP, etc. Et je ferai le point sur l'actualité crypto également plus générale, comme d'habitude, mais également le point sur l'or et l'argent, et surtout l'argent, parce que là, c'est quand même assez fou, hein, mais pas étonnant, parce que ça fait quand même un petit moment que je vous préviens que l'argent est en train de pulvériser les records, et en fait, il devient le meilleur actif cette année, devant l'or, devant le Bitcoin en termes de performance. Bon, donc on va en parler de tout ça, je donnerai mon avis sur la suite des choses, sur l'argent, puis bah, comme d'hab sur l'or, le Bitcoin et tout. Mais bon, pas de spoiler, hein, c'est toujours plutôt positif à mon avis pour moi pour la suite des choses pour 2026. Voilà, là je vous spoil déjà la vidéo, c'est plutôt du positif encore. Et puis je vais vous balancer les nouvelles, hein, qui me font dire encore plus tout cet aspect-là de positivité sur les marchés, sur tout ça. Bon, bah écoutez, si vous êtes chaud, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, et puis écoutez, c'est parti. On commence avec les ETF, hein, sur le Bitcoin au niveau bah, voie spot, et effectivement, c'est pas du tout une bonne semaine. Hein. Là, Noël, ça n'a pas fait du bien du tout au Bitcoin, hein, c'est clair, puisque on n'est que sur des jours négatifs. Regardez au niveau depuis le 18 décembre, hein, ça fait une semaine, un peu plus d'une semaine, on n'a que des flux sortants sur le Bitcoin. Là, on a eu du moins au 26 décembre, moins 275 millions, 24 décembre, juste avant Noël, 175 millions, ensuite 168, 186 millions au 23 décembre. Bref, on a eu une semaine, ça a été la razzia. Tout le monde a pris ses profits là au niveau des investisseurs professionnels, particuliers, institutionnels, etc. Mais est-ce que c'est la fin du monde? Bah là encore, je vous dis non. Regardez, on a encore 56,6 milliards de dollars qui sont injectés sur les ETF Bitcoin Spot. Bon, en un temps record, hein, depuis 2024. Donc la tendance court terme, effectivement, est à la correction, est à l'extrême peur, même je dirais sur les marchés Bitcoin, pendant que tout le reste, c'est ça qui est étonnant, par exemple le S&P 500 a fait un nouveau record, l'or, l'argent ont fait encore un nouveau record là, cette semaine, on en parlera après, mais tout ça fait qu'on a un contraste, je dirais, entre le Bitcoin, les crypto-monnaies et aujourd'hui les autres marchés. Donc je vais en parler de tout ça, mais je pense qu'il y aura un rattrapage. Pour moi, mon avis personnel, alors je rappelle que c'est pas un conseiller financier ni en investissement. Tout ce que je dis, c'est à titre informatif, bien sûr, de faire vos propres recherches, et puis c'est mon avis personnel, bien évidemment, n'engage que moi. Donc, pour mon avis personnel, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'on a tous les marchés qui ont fait un nouveau record cette semaine, sauf le Bitcoin, qui est même pas reparti à la hausse. Alors, un nouveau record, peut-être pas, mais au moins repartir sur du 5-10%. Pas du tout, on est dans une phase d'accumulation sur le Bitcoin. Et on l'a vu aussi même sur les ETF. En fait, ce qui se passe, moi je soupçonne quelque chose, c'est que là on a une tendance, on a même des investisseurs qui retirent leurs billes des crypto-monnaies parce qu'on a une tendance dans la peur et donc dans la perte de confiance un petit peu court terme, en tout cas sur le Bitcoin, etc., et qui mettent leurs billes dans l'or et dans l'argent. Parce que le FOMO actuel, c'est l'or et l'argent. Voilà. Et donc, quand l'or et l'argent, en fait, montent, avec un FOMO institutionnel, médiatique, on le voit, ça parle à la télé dans tous les sens de l'or et de l'argent en ce moment, et bien, du coup, vous avez des personnes qui écoutent donc ces nouvelles et qui, en fait, retirent, on pense psychologiquement, vouloir retirer leur billes des crypto-monnaies pour les mettre dans l'or et dans l'argent. Voilà. Donc, je pense qu'il y a aussi cet aspect-là, ce phénomène, plus les marchés boursiers qui ont aussi, avec le S&P 500, qui ont atteint un nouveau record, tout cet aspect-là font qu'on a ce contraste, cette dissonance entre la crypto-monnaie et les autres marchés. Par contre, ce ne sera pas éternel. Et je pense qu'il y a un moment où, par exemple, quand l'or et l'argent vont prendre de la correction, que ça va à un moment corriger ce court-termiste, encore une fois, hein, l'or et l'argent, moi, sur le long terme, je vois, ça va pulvériser les records. C'est destiné à ça, parce que c'est les valeurs refuges par excellence.
Mais sur le court terme, ça peut pas aller sur la ligne droite à to the moon. Il y aura un moment où il y aura une correction 20-30%, et à ce moment-là, je serais pas étonné que le Bitcoin explose littéralement à la hausse à ce moment-là. Bon, c'est des hypothèses, hein, mais c'est ce que je vois venir en fait, pour mon opinion, parce qu'il y a une rotation de liquidité qui se fait, et donc les investisseurs ont tendance là à avoir retiré leurs billes des crypto-monnaies, prendre des profits, je rappelle que quand même le Bitcoin là depuis 2024 vous avez une performance incroyable, les cryptos aussi. Bon, enfin, les altcoins moins, surtout le Bitcoin. Voilà, c'est pour ça que je parle du Bitcoin là. Et par contre, l'or et l'argent pulvérisent les records en ce moment. Donc ça, je vais en parler de l'or et de l'argent après en fin de vidéo. Mais en tout cas, moi, c'est un peu l'état des lieux que je fais là pour cette semaine, hein, court-termiste, sur le Bitcoin. Et c'est pareil pour Ethereum. Alors, c'est un peu moins pire pour Ethereum, clairement. On a eu une semaine globalement négative avec quelques millions de dollars. J'aime bien quand je dis quelques millions de dollars, en fait, de sorties, comme on peut le voir ici, mais qui ont été compensés un peu par le 22 décembre avec un positif de plus 84,6 millions de dollars. Bon, donc on est quand même là aussi avec un total final de 12,36 milliards de dollars encore injectés sur les ETF Ethereum. Donc on est très loin d'avoir la capitulation massive bear market comme on pourrait l'entendre à droite et à gauche ou sur la cryptosphère Twitter par exemple. Donc non, on n'est pas encore en bear market pour moi. Même mathématique, c'est du court terme là. Après, on va voir hein, ce que ça donne déjà sur le mois de janvier. Mais en tout cas, moi, je vois pas de bear market à cause juste sur les chiffres des ETF. Allez, je continue. Et là, c'est étonnant, c'est qu'on voit le contraste avec Solana, notamment des ETF de Solana, par également de XRP derrière. Et donc Solana, vous voyez, c'est que du positif. C'est marrant quand même. Donc, enfin, là, et on atteint quand même 755 millions de dollars. Donc, petit à petit, c'est des petits montants comparés aux ETF, Bitcoin et Ethereum, c'est clair. Mais petit à petit, mine de rien, on s'approche du milliard de dollars injectés sur les ETF Solana. Donc là aussi, il se passe quelque chose. C'est tout en contraste, c'est pas logique. C'est donc, en fait, on se retrouve avec des capitaux sortants sur Bitcoin et Ethereum. Donc, je pense que c'est les prises de profit de fin d'année qui vont rotation de liquidité vers l'or, l'argent, le S&P 500, parce que je pense que le 10 octobre, avec la grosse correction sur le Bitcoin et les altcoins, ça fait très mal au niveau psychologique sur les investisseurs, notamment même sur les débutants qui sont peut-être rentrés dans la crypto ou avec les ETF et qui connaissent pas vraiment la volatilité du Bitcoin et des crypto-monnaies, et donc qui sont fait rect le 10 octobre, et ça a dû faire des chocs post-traumatiques. Je suis pas étonné, en tout cas. Bon. Et donc, tout ça fait que voilà, on a par contre Solana, là, qui attire toujours les capitaux. Ça, c'est assez marrant quand même de voir ce contraste. Donc maintenant, je passe aux articles. Vous allez voir, donc là, je suis sur journalducoin.com. Et donc, Bitcoin, le minage de Bitcoin en Russie renforcerait le rouble selon la Banque centrale. Donc c'est pour ça que moi j'ai dit, personne qui reste court-termiste, attention, si vous avez une vision court-termiste, bah ok, effectivement, là sur le court terme, bon bah sortir du Bitcoin pour faire une rotation dans autre chose, c'est bien, pas de souci. Mais si vous avez une vision long terme, ce serait dommage de passer à côté de la crypto-monnaie, surtout du Bitcoin. Pourquoi? Parce que le Bitcoin n'est pas seulement maintenant un actif spéculatif sur lequel parier à la hausse ou à la baisse pour gagner de l'argent, c'est devenu un actif de valeur refuge au même titre que l'or, hein. C'était catalogué par tel, même par le PDG de BlackRock, hein, c'est pas moi qui le dis, mais surtout c'est devenu un enjeu technologique. Et ça, c'est la Russie même qui le décrit, donc très bien avec cet article, que même le minage de Bitcoin en Russie renforcerait les monnaies. Et ça a été le cas également des déclarations de Scott Bessent, je crois le secrétaire général du Trésor, enfin ministre en gros de l'économie aux États-Unis américains, qui déclare effectivement que le Bitcoin permettrait de renforcer le dollar. Donc il y a un enjeu également de combat maintenant monétaire. Bon, donc on est bien loin de l'époque de 2020-2021 où le Bitcoin, voilà, c'était juste l'actif spéculatif où à Noël, vous aviez tonton qui disait, bon alors avec ton Bitcoin, là, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça a marché vers le haut, Non, on n'est plus dans ce cadre-là. On n'est plus du tout dans ce cadre-là. D'ailleurs, je souhaite d'avoir des petites anecdotes pour les repas de Noël, si vous avez eu des petites questions sur les Bitcoins de la part des personnes qui sont pas trop initiées à la crypto-monnaie. C'est assez marrant quand même de voir ces genres de réactions.
Bon, je continue avec d'autres articles. Donc, cointribune.com, Noël morose pour le Bitcoin, le marché bascule dans une peur extrême. Donc, c'est ça qui me fait dire qu'on a vraiment eu, sur le court terme, en tout cas, une perte de confiance et un choc post-traumatique du 10 octobre à 2025. Et depuis, on est toujours dans l'extrême peur. Même, c'est plus la peur, c'est l'extrême peur sur les marchés crypto. Et donc, bah, qui dit peur dit, hop, un peu, en plus en contraste avec le FOMO de l'or et de l'argent, comme je vous l'ai dit, et le bull run qu'il y a sur l'or et l'argent. Donc, je pense que les gens, en fait, font l'erreur, je le dis personnellement, c'est mon avis, l'erreur de retirer la crypto au moment bah, où c'est un peu peut-être le bottom, ou, alors, enfin, ou en tout cas plus bas qu'avant, pour le mettre sur l'or et l'argent qui sont explosifs déjà, et qui sont déjà très hauts. Bon, donc pour moi, et je vais en parler juste derrière, c'est pour ça que je me permets de faire ce commentaire, cette déclaration, c'est que là j'ai un autre article de cointribune.com et là j'ai la stratégie de Changpeng Zhao, donc le fondateur ou l'ancien fondateur de Binance, hein, je le rappelle, qui a fait de la tôle, hein, au passage, bon là aussi, c'est un sketch, mais il est sorti de prison, il a été gracié, bref, par Donald Trump en plus je crois, n'importe quoi. Mais en tout cas, voilà, CZ, qu'est-ce qu'il déclare? C'est que quand même, c'est un ponte de la crypto-monnaie. Il a fondé Binance, quand même, qui est l'exchange numéro un mondial avec plus de 300 millions d'utilisateurs. C'est pas rien. Et il révèle donc la stratégie secrète des investisseurs Bitcoin intelligents. Autrement dit, des baleines. Des baleines. Et qu'est-ce qu'elles font, les baleines? En fait, c'est pas compliqué. Donc là, déjà, dans un marché crypto marqué par l'euphorie et la panique, donc Changpeng Zhao, fondateur de Binance, livre un conseil décisif. Pour lui, les meilleurs investisseurs Bitcoin n'achètent pas au sommet, mais dans les creux, quand la peur domine. Vous voyez? C'est exactement ça. C'est exactement ce que je vous dis. C'est ce qui est en train de se passer pour beaucoup de gens, je pense, peut-être même débutants ou pas forcément débutants, mais c'est l'émotion. C'est-à-dire qu'on vous met le flash que l'or et l'argent sont en train de faire une explosion nucléaire en termes de prix, et c'est vrai, c'est exactement ça. C'est juste parce que ça remet l'or et l'argent dans le contexte géopolitique très tendu. Ça fait longtemps que j'en parle de l'or et de l'argent quand même, il suffit de voir toutes mes vidéos. Premier investissement à faire, c'est l'or et l'argent. Ça fait 2 ans que j'en parle. Bon, c'est pas nouveau, mais là, on voit vraiment que quand on vous parle dans les médias, désolé, mais en fait, l'humain est un peu mouton, quoi. Désolé de le dire comme ça, mais c'est un peu ça. Parce que quand vous dites dans les médias, on vous fait l'or, l'argent, ça explose, eh bien, c'est au plus haut, hein, c'est au plus haut, mais vous avez des files d'attente des personnes, et on l'a vu même aux États-Unis, où pour acheter de l'or et de l'argent, surtout de l'or, il y avait des files de 1 kilomètre, 500 mètres, 1 kilomètre. Au moment où c'est le creux, vous n'avez plus personne qui va acheter. C'est, et ça, c'est la psychologie humaine, c'est les émotions humaines, en fait. Voilà, donc les baleines qui arrivent, qui sont un peu chevronnés dans ce milieu-là, tous les investisseurs professionnels, eh bien, ils arrivent à dominer leurs émotions, ils n'ont pas le choix de toute façon. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils achètent quand c'est au plus bas, quand c'est l'extrême peur. Autrement dit, maintenant. C'est-à-dire que là, on voit le Bitcoin, on est dans l'extrême peur, et crypto-monnaie, on est dans l'extrême peur. Et ben, c'est maintenant qu'il faut acheter, en fait. Ah oui, c'est pas quand le Bitcoin il est à 120 000 dollars, c'est pas à ce moment-là qu'il faut aller l'acheter. Vous voyez? Donc, tout ça fait que, après, je dis pas que le Bitcoin, là, on a un bottom, hein. Peut-être qu'on va avoir encore une chute du Bitcoin à 50 000 dollars sur le court terme avant qu'il reparte derrière. Oui, bien sûr, sur des plus hauts niveaux, à 200, 300 et puis 1 million de dollars d'ici 2030. Moi, je le vois très bien, en tout cas, je l'ai déjà dit, je le répète à ce niveau-là. Mais n'empêche que la psychologie humaine, donc c'est pour ça que le premier ennemi en fait, c'est vous-même, c'est l'émotion. Donc c'est tout l'intérêt d'avoir vraiment une stratégie et de vous fier à cette stratégie pour acheter au moment où ça baisse, 10, 20, 30%, et vendre, prendre des profits. Et d'ailleurs, je dirais pour l'or et l'argent, là, moi, je commence à parler de prendre des petits profits. Alors, je ne dis pas de tout vendre, hein, mais de prendre 10, 20% de ce que vous avez misé, c'est déjà pas mal. Pourquoi? Parce qu'on est déjà sur une montée quand même assez conséquente sur l'or et l'argent. Bon, on en reparlera après. Donc là, je continue, toujours sur la crypto-monnaie, là, journalducoin.com. Donc là, pourquoi je vous dis effectivement que nous sommes plus dans un Bitcoin qui est uniquement spéculatif comme auparavant, comme en 2020-2021, on est maintenant sur quelque chose d'un enjeu technologique. Pourquoi? Parce qu'on a même le Ghana désormais qui légalise le Bitcoin et la crypto-monnaie avec une toute nouvelle loi. Le Bitcoin commence à être de plus en plus à une échelle planétaire considéré comme une monnaie simplement à légaliser. Donc là, on rejoint un peu l'idée
du Salvador, bien évidemment, et puis d'autres pays qui ont également légalisé le Bitcoin, même en Europe avec la République tchèque qui l'intègre dans sa banque, enfin, la banque centrale, qui intègre le Bitcoin dans sa réserve, enfin, bref. Voilà. Mais on entre vraiment dans une nouvelle ère. C'est ça qu'il faut voir avec les fondamentaux extrêmement solides sur la crypto-monnaie. Et ce sont les fondamentaux qui, tôt ou tard, font les prix. Je vous le rappelle. Et l'exemple parfait de ça, c'est quoi? C'est l'argent. J'en reparlerai après, mais là, c'est tellement phénoménal ce qui se passe sur l'argent, notamment plus que sur l'or. Eh bien, c'est vraiment l'exemple typique, l'argent, de les fondamentaux font les prix. L'argent, ça a été vraiment le métal qui a été suppressé artificiellement grâce à des contrats à terme, mais aussi des contrats futurs, enfin tout le tralala du système traditionnel qui fait qu'en fait on s'échange de l'argent physique qui n'existe pas au final, mais tant que tout le monde jouait le jeu, bah, ça marchait. Mais à partir du moment où vous n'avez plus d'argent physique dans les réserves de liquidité, bah c'est foutu. Tout le système en fait s'effondre. C'est ce qui est en train de se passer sur l'argent. Voilà. Et donc, c'est les fondamentaux. Pourquoi? Parce que l'argent, lui, en plus de l'or, il est utilisé vraiment dans l'industrie. Il est utilisé comme matière première. C'est une ressource naturelle. Donc, une pénurie là-dessus fait que bah, on n'a pas le choix. Il faut l'utiliser. Il n'y a pas d'autres composants pour le remplacer. En tout cas, à ce jour. Et bon, on en reparlera de toute façon après dans une vidéo. Donc là où c'est intéressant, vous voyez ce que je vous disais, le contraste entre l'or et le Bitcoin. Là, je suis sur un article de Cointelegraph France, le RSI du Bitcoin approche de ses plus bas sur 3 ans face à l'or. Un analyste anticipe un rebond financier. Alors ça, on n'en sait rien, mais ce que je veux dire, c'est que je ne serais pas étonné effectivement qu'on a un rebond parce que bon, le Bitcoin voilà, a atteint un niveau de support pluriannuel majeur face à l'or, alors que les analystes divergent sur l'hypothèse d'une cassure et sur le début potentiel d'un nouveau marché baissier. Mais là, on voit vraiment que on n'est plus comme dans le cycle, même au niveau géopolitique. 2020-2021, on n'avait pas le bull run de l'or et de l'argent, on n'avait pas le bordel géopolitique qu'on connaît, on n'avait pas une aussi faible euh, valeur en fait du dollar, des monnaies fiduciaires, une perte de confiance dans ces valeurs-là. Donc c'est pour ça qu'on n'est plus du tout dans la même approche dans le même contexte monétaire et géopolitique qu'en 2020-2021, où on pouvait effectivement encore parler de cycles de 2 ans de hausse des prix et 2 ans de baisse. Voilà, c'est plus du tout la même chose aujourd'hui. Et on le voit même par rapport, effectivement, en comparant tout simplement les valeurs du Bitcoin au niveau du RSI par rapport à l'or. Bon, donc vous voyez. Et donc là où c'est très intéressant, donc je continue, hein, je continue. Là, j'ai un tweet de Epic Maps qui est spécialisé justement dans tout ce qui est les informations liées à la population mondiale, etc. Et là, il dévoile en fait les propriétaires, le nombre de détenteurs de Bitcoin au niveau mondial par pays. Donc le premier détenteur mondial, c'est l'Inde, déjà. Ensuite, vous avez la Chine avec 27,8 millions, les États-Unis avec 20,5 millions, le Nigeria 15,2 millions, l'Indonésie, le Vietnam. Vous notez une chose, c'est que l'Europe est quasiment pas dans ce classement. Vous avez juste l'Allemagne qui est ici, qui est 14e avec 2,9 millions d'utilisateurs. L'Allemagne, première économie d'Europe. Tout le reste, on n'est même pas dans le top 15. La France, je sais pas combien on est, mais bon, j'ai même pas envie de regarder pour pas pleurer. Mais voilà, donc ça, comme par hasard, vous avez dans ce classement les top futurs avec des pays qui ont le PIB le plus performant, en tout cas sur 2024-2025. Vous avez toute l'Asie en fait qui est là. Vous avez donc l'Inde, la Chine, l'Indonésie, le Vietnam, Philippines, Thaïlande également au milieu. Donc bon, vous avez en fait une grosse partie de l'Asie. On parle même pas de la Chine et bien sûr de l'Inde, deux pays qui sont en train vraiment d'émerger au niveau des BRICS. Et vous avez même la Russie qui est dans le lot. Vous voyez, qui est en guerre, hein. En plus, soi-disant, sont en train de perdre, bref, pas entrer là-dedans. Mais voilà, et donc là, on voit bien que la crypto-monnaie, c'est l'avenir, c'est une technologie d'avenir, et donc qui c'est qui adopte cette technologie d'avenir? Bah, c'est les pays émergents. Hein. Tout ça, tout simplement parce que déjà, ils veulent dédollariser, donc il y a une alternative au dollar, bah, c'est le Bitcoin, la crypto-monnaie, comme par hasard, et donc vous avez bah, tous ces champions qui sont là, le Nigeria, je rappelle, le Nigeria, j'avais fait même une vidéo spécifiquement là-dessus, que le Nigeria, bah, ils subissent l'hyperinflation jamais vue, donc ils sont en train vraiment de subir une crise économique majeure. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont réfugiés dans le Bitcoin.
Voilà. Le Vietnam, 7,6 millions d'utilisateurs. Donc, moi, j'y vais 3 semaines en vacances là au Vietnam pour voir un peu ce que ça donne au niveau de l'expatriation par la suite. Donc, j'y vais en mai, je vous dirai donner des nouvelles. Mais le Vietnam, 7,6 millions d'utilisateurs de Bitcoin. Donc, l'avenir, c'est ce que dit Charles Gave d'ailleurs, c'est l'avenir au niveau des pays, il faut suivre l'or. Où va l'or aujourd'hui? Il va justement vers la Chine, Hong Kong et tous les pays des BRICS, en fait. Normal, je rappelle que les BRICS viennent de créer il y a un mois le UNIT, c'est-à-dire la monnaie donc backup par les BRICS, avec 40% en fait qui est sur l'étalon or, basé sur l'étalon or, et après tout le reste c'est basé sur 12% sur chacune des monnaies fiduciaires des membres des BRICS. Donc le rouble, 12% de rouble pour la Russie, 12% sur le renminbi chinois, etc. Voilà. Donc on voit bien que où va l'argent aujourd'hui? Il va dans tous ces pays-là, à peu de choses près, bien sûr. Donc l'avenir, il n'est pas en Europe. C'est clair, il y a l'Europe n'est même pas dans le classement, à part l'Allemagne, qui dénote, qui sort du lot, mais on le sait déjà, c'est la première économie d'Europe comme par hasard. Donc ça démontre aussi, c'est marrant, mais même un état d'esprit, je dirais, d'ouverture sur les nouveautés technologiques. Et c'est vrai que c'est triste à dire, mais la France, bah, quand moi j'en parle autour de moi de la crypto-monnaie, c'est faut s'accrocher, quoi. C'est encore le Bitcoin, c'est pour les criminels, on est encore là. Bon, donc ça va évoluer, mais le problème, c'est que ça sera trop tard. C'est-à-dire que nous, quand on va commencer à adopter le Bitcoin, tous ces pays-là, ils seront déjà, enfin, ils auront une longueur d'avance de tout du tonnerre. On pourra rien faire. Donc c'est foutu, quoi. Voilà, et ça, c'est intéressant, je trouve. Ça remet un peu les mêmes au niveau géopolitique, ça montre plein de choses sur la mentalité même des peuples, en fait. Bon, je continue toujours avec le rapport entre l'or et le Bitcoin. Donc là, vous voyez, j'ai un tweet de Bitcoin News directement qui montre simplement le graphique que vous voyez de mnav.com où on a le ratio, en fait, un peu entre l'or et le Bitcoin. Et donc, il disait que là, en fait, la vraie valeur du Bitcoin, si on devait se référer avec le ratio anciennement passé, historique passé, entre la différence de ratio entre l'or et le Bitcoin, eh bien, on devrait être, en fait, un Bitcoin aujourd'hui à 169 000 dollars. Parce que le Bitcoin a toujours un ratio plus ou moins pas stable, mais je dirais qui se corrèle par rapport à l'or. Et aujourd'hui, on est totalement dans une décorrélation totale, et il suffit de le voir ici, vous voyez, on en est là. Là, on est à 94 000 dollars, 80 000, 90 000 dollars le Bitcoin, contre l'or qui, lui, bah, il a pulvérisé le record, après je vous montrerai la courbe hein, encore cette semaine, mais c'est vrai que c'est pas naturel de voir un Bitcoin dans un bull run qui a pas en fait atteint le ratio par rapport à l'or, au moins la courbe orange là. Vous voyez, il y a toujours eu un pic, même sur le cours du Bitcoin par rapport à l'or. Là, depuis quand même 2020, 2021, il s'est pas passé grand-chose. On dirait qu'on est toujours en fait en bear market là. Vous voyez ce que je veux dire? On est toujours en bear market en fait au niveau du comportement du Bitcoin par rapport à l'or. Il n'y a pas eu de pic. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est pas que cet indicateur-là qui me le fait dire, c'est que d'autres indicateurs, alors là, je suis sur CryptoQuant, j'ai toujours pareil la courbe sur, regardez, le nombre de Bitcoin disponibles sur les plateformes exchange, donc Binance, etc. Et regardez, on a encore atteint un nouveau plus bas là, depuis en décembre 2025. Décembre 2025, on a atteint un nouveau plus bas de 2 700 000 bitcoins disponibles sur les plateformes exchange contre, je rappelle que nous étions il y a encore, donc en 2024, en mars 2024, nous étions à 3 200 000 bitcoins disponibles sur les plateformes exchange. Donc là, le nombre de bitcoins quand même a tendance à chuter à vitesse grand V. Et ça continue de chuter. Bon, malgré la correction qu'il y a eu là ces derniers temps, on pourrait se dire bah, avec la correction qu'il y a eu, il doit y avoir plus de Bitcoin disponibles sur la plateforme Exchange. D'ailleurs, on a eu, c'est vrai, une petite remontée là. Quand on regarde la courbe, vous voyez, on a eu une petite remontée légère. Il y a eu la correction du Bitcoin, du nombre de Bitcoin disponibles sur les plateformes Exchange. Mais là, j'ai l'impression que ça repart à la baisse là. Bon, donc là aussi, ça veut dire crise de liquidité en cours.
C'est marrant, ça rappelle un peu le principe de l'argent. Quand il n'y a plus d'argent disponible, bah, ça fait péter les cours. Voilà, donc l'argent, c'est vraiment, je dirais, le précurseur symbolique de ce qui se passe pour l'argent. C'est pour moi ce qui va se passer un jour, alors je ne sais pas quand, hein, bien sûr, sur le Bitcoin, tôt ou tard. Il se passera il y aura le même problème. Il y aura plus de Bitcoin pour tout le monde. Bon, je continue toujours sur le Bitcoin, hein, les amis. Cette fois, je suis sur le modèle du stock to flow. Donc là aussi, selon ce modèle, alors après, c'est à prendre avec des pincettes tous ces indicateurs, hein, je vous rappelle, parce que c'est pas fiable à 100%. On ne peut pas préjuger en fait des performances passées et dire ça va se passer comme ça à l'avenir grâce à ces indicateurs-là, etc. Non. Donc ça, c'est clair, faut vraiment être conscient de ça. Par contre, c'est assez intéressant de voir qu'on a changé de paradigme, que ce soit, peu importe que l'indicateur qui nous dise ça va aller vers le bas ou vers le haut, peu importe, c'est juste qu'à l'instant T, on voit qu'on n'est plus du tout dans une configuration habituelle sur le Bitcoin. Et c'est ce que je vais vous faire, c'est pour ça que je vous montre ça, pour vous conforter pour vous expliquer ma théorie, comme quoi on n'est plus dans un cycle habituel du Bitcoin, tout simplement. Parce que là, j'ai le stock to flow, vous savez, le modèle stock to flow du Bitcoin par plan B, je vous rappelle, qui effectivement est totalement décorrélé du modèle qui avait été mis en place quand même depuis 2009, hein. Regardez. Donc, je rappelle que le modèle du stock to flow du Bitcoin, c'est en fait un modèle qui se base justement sur la quantité de Bitcoin disponible par rapport à la demande. Donc, en fait, la liquidité quelque part. Et donc, ça a bien matché ce modèle, plus ou moins, vous voyez, au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que plan B s'est pas trompé. Vraiment, puisque le Bitcoin a toujours collé avec la courbe en rouge que vous pouvez voir ici du stock to flow, qui fonctionne un peu en forme d'escalier. Voilà, par palier et par escalier, et qui est corrélé avec les halvings, vous savez, qui ont lieu ben, tous les 4 ans depuis 2009. Bon, et donc dès que vous avez eu le halving, souvenez-vous, de 2013, eh ben, on a eu le Bitcoin qui a fait exploser les prix et qui s'est décorrélé vers le haut du modèle stock to flow. On a eu ensuite le halving de 2016, j'en parle même pas, le Bitcoin a tout explosé, et là aussi c'est décorrélé vers le haut, on le voit du modèle stock to flow. Et enfin 2020-2021, pareil. 2024, regardez-moi 2024, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le Bitcoin, il est resté plat en fait, quelque part, par rapport au modèle du stock to flow. C'est-à-dire que logiquement, si on suivait le modèle du stock to flow, le Bitcoin là, il devrait être en fait pas loin des presque des 400 000, voire 500 000 dollars. Si on suivait le modèle du stock to flow, hein, je rappelle. Voilà. Et donc, on voit que là, la variance par rapport au modèle est totalement défoncée. On est à moins 1,23 là. Donc, le modèle n'est pas validé du tout en ce moment. Donc, est-ce qu'il va y avoir un rattrapage et que le Bitcoin va d'un coup remonter? Bon, on va voir, hein, 2026, pourquoi pas. Mais logiquement, là, on aurait dû, par rapport à ce modèle, déjà être bien plus haut, c'est-à-dire vers les 300-400 000 dollars. Bon, donc, c'est pour vous dire vraiment qu'on ne suit plus du tout les performances passées par rapport au modèle stock to flow. Après, reste à voir, est-ce que ça va remonter? Bon, ben, on n'en sait rien, mais sur le court terme, hein, je veux dire. Parce que là, bon, en fait, on va avoir 2026. On va avoir 2026. Et autant le bull run, en fait, n'a pas réellement commencé, je dirais, pour le Bitcoin par rapport à ce qu'il doit faire, par rapport au modèle stock to flow de la liquidité et de la demande en cours. Bon, je continue, et là, ça suit un peu la même chose, c'est ça qui est marrant, c'est que là, je suis sur la charte du rainbow. C'est pareil, c'est un peu le même principe que le stock to flow, mais quand même assez différemment, parce que le modèle, en fait, voilà, de cette charte, c'est basé déjà depuis octobre 2023, et puis surtout, c'est un calcul logarithmique. Vous voyez, en fait, c'est un calcul mathématique. Bon, donc là aussi, à prendre avec des pincettes, que c'est une formule mathématique algorithmique, mais n'empêche que par rapport au passé, ça n'a pas trop mal fonctionné. Parce que vous voyez, un peu comme le modèle du stock to flow, quand on a eu les halvings précédents, là, 2013, 2016, 2020, 2021, on a toujours eu derrière par rapport à la charte Rainbow, des pics du Bitcoin qui se rapprochaient à un moment donné des zones de bulles. Et donc, forcément, quand on avait cette zone de bulle, bah, derrière, ça nous indiquait très fortement qu'il fallait vendre parce qu'on était en zone sur achat, quoi.
Mais là, regardez, le halving de 2024, pareil, un peu le même principe que le modèle du stock to flow, il s'est rien passé, quoi. On n'a même pas dépassé la zone en fait, d'accumulation, quoi, ou de steel ship. Ouais, on est en steel ship, là. On n'a même pas traversé ça. Là, on est encore en phase de zone d'accumulation globalement en moyenne sur, en fait, ce bull run, entre guillemets. Et pire que ça, là, on est en buy, en fait. On est à l'avant-dernière ligne du rainbow, de la charte du rainbow, qui nous dit acheter, quoi. Bon, donc après, est-ce que c'est valable encore ces modèles? Je suis pas du tout à même de vous dire du tout si ces indicateurs sont encore fiables aujourd'hui parce que plein de choses ont changé. Comme je vous l'ai dit, on voit bien que du coup, on n'est plus du tout dans la même configuration que par le passé. C'est ça vraiment que ça veut dire ces indicateurs. Bon, après, ça pourra pas nous dire l'avenir, hein, ça c'est clair. Mais moi, je pense personnellement que par rapport, de toute façon, par rapport à la macro, par rapport à tout ce que je vous ai dit, on est le Bitcoin, on est encore, si vous avez une vision long terme, bah, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. Ça, je vous dis, nous sommes encore, en fait, je suis très confiant sur la suite des choses, moyen terme, long terme sur le Bitcoin. Après, court terme, c'est-à-dire dans les 6 prochains mois, je suis incapable, et personne au monde n'est capable de vous dire ce que va faire le Bitcoin, s'il va encore baisser jusqu'à 50 000 $, ou s'il va monter, il va pulvériser 100 000, on va pas comprendre. Voilà. Donc c'est pour ça, ayez votre stratégie, et toujours avec parcimonie, bien évidemment, avec une stratégie derrière d'entrée, de sortie, comme ça, vous n'êtes pas suivi à l'émotion, et donc à vous faire exploser, que ce soit quand c'est au plus haut ou quand c'est au plus bas, par exemple. Voilà. Bon, donc du coup, pour le Bitcoin, moi, mon avis personnel, c'est que, bon, sur le court terme, c'est le bordel, hein, on est d'accord. On ne sait pas ce que ça va faire, si ça va corriger ou ça va monter. Bon, sur le moyen, long terme, moi je reste très confiant sur le Bitcoin parce que voilà, il y a toutes les raisons font que on est sur un actif de classe internationale, valeur refuge, adopté maintenant, légalisé, on l'a vu avec le Ghana désormais par les gouvernements. Les institutionnels, bon là, ils prennent des corrections sur le court terme, on l'a vu sur les ETF, mais ça va pas durer, ils vont recommencer à racheter parce que à un moment, il va y avoir une rotation de liquidités entre l'or, l'argent, je pense, et des prises de profit qui vont se déverser ailleurs. Et donc, il y aura le marché boursier, mais il y aura aussi le Bitcoin et les actifs crypto, tout simplement. Et je rappelle, je n'ai pas fait le point là aujourd'hui, mais il y a aussi la liquidité mondiale, hein, avec la réserve fédérale américaine qui continue, ça y est, d'injecter en masse de l'argent sur les marchés boursiers, à coût de milliards, hein. C'est des milliards là qu'ils injectent. Donc ils ont commencé là depuis 2 semaines, ils injectent quasiment tous les jours de l'argent sur le marché, donc ça va péter. Ça va péter. Pour moi, le Bitcoin va péter. Bon, sur le court terme, j'en sais rien, mais en tout cas sur le moyen terme, c'est évident, ça va repéter vers le haut. Voilà. Après, n'hésitez pas à me dire vos avis, ce que vous en pensez. Si vous avez également d'autres éléments qui vous font dire peut-être même soit qui confirment la théorie que ça va, pour moi, que c'est encore largement bullish, ou même l'inverse, hein, ça se trouve, c'est le bear market. Voilà. N'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire. Je suis très curieux. On est là aussi pour en parler. C'est très sympa. Bon, je continue. Les amis, je vais passer maintenant à VeChain. Donc, VeChain, première information de VeChain, vous voyez, alors là, j'ai mis la traduction, donc c'est pour ça que c'est un peu bizarre. Je vais enlever la traduction parce que des fois, voilà, VeChain, donc ils ont mis traduction bizarre. Bon, donc VeChain, voilà, en fait, ont accueilli, ça y est, Team Draper. Je rappelle que Team Draper, quand même, c'est un des plus gros investisseurs qui est très très connu, hein, très célèbre dans le milieu crypto, mais également de la finance traditionnelle et qui a fait de gros gains sur à la fois la finance traditionnelle, mais aussi la crypto-monnaie. Et donc, Team Draper, bah, il a une société qui s'appelle Draper Dragon, hein, comme ça, et il a, ça y est, ben, VeChain, en fait, a accueilli donc Draper Labs, sa société de Team Draper, pour tout ce qui est les validateurs au sein de l'écosystème VeChaintor. Donc ça, c'est extrêmement positif parce que là, on voit qu'on a un investisseur professionnel de classe internationale, un petit peu, qui investit littéralement en termes de validateurs sur l'écosystème de VeChain. Donc ça, déjà, on voit qu'il se passe quelque chose, même au niveau de la psychologie bah, des institutionnels, parce que là, on est Team Draper, c'est en fait, on peut le considérer comme un institutionnel chevronné
clairement, qui croient du coup dans VeChain. Et là où c'est marrant, c'est qu'on a cette nouvelle, comme je dis toujours, que font les baleines, que font les investisseurs professionnels? Ils rentrent dans des choses au moment où c'est dégueulasse, quoi, au moment où c'est au plus bas. Parce que là, quand on voit les prix de VeChain, je le vois partout, sur Twitter, mais littéralement, hein, que beaucoup de personnes sont en train de chier littéralement sur le projet VeChain. Voilà. Et au moment où vous avez vraiment l'extrême peur sur les marchés et des prix du VTN dégueulasses, vous avez ce genre de gars qui rentrent en termes de validateur et pas juste acheter du VTN, non, non, carrément en termes de validateur. Donc c'est là où je vous dis la philosophie entre les baleines qui réussissent quelque part, je désolé de dire comme ça, mais et les personnes qui sont sujettes à leurs émotions, bah, c'est justement de rentrer au bon moment en fait dans un projet et ça bah, le moyen de le faire, c'est uniquement de connaître le projet et de connaître les fondamentaux du projet avec les perspectives moyen, long terme, etc. Que comme ça, vous pouvez en fait juger si un projet est bon et s'il va réussir sur le long terme. Mais si vous êtes sur le court terme, bah forcément, vous êtes explosé parce que vous êtes sujet aux émotions, quoi. Ah, voilà. Et je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses avec VeChain, c'est qu'avec la chute des prix qu'il y a eu, bah, beaucoup d'investisseurs en fait ont perdu confiance dans le projet sans garder vraiment point de vue des fondamentaux, et donc ont vendu leur position, mais à un prix dégueulasse, quoi. Parce que le VTN, moi je suis persuadé que ça va remonter vu les fondamentaux. Voilà. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que derrière, bah écoutez, ça y est, VTN a commencé. Donc là aussi, j'ai mis la traduction française de Google, mais ils sont pas encore au point. Voilà. Je repasse en anglais. Donc là, ils ont tout simplement mis en lumière leur partenariat avec Record. Et regardez, Record, qu'est-ce que c'est? Eh ben, Record, c'est tout simplement la société qui permet à travers l'écosystème de blockchain Tor, donc la blockchain de VeChain, d'assurer la vérification des passeports, mais à un niveau blockchain. Ah, donc c'est ce que je vous dis, j'avais déjà annoncé le partenariat il y a quelques semaines, mais là, ça y est, on a 100 000 transactions qui ont été effectuées sur l'écosystème en fait de VeChain à travers l'intermédiaire de l'entreprise Record. Et donc là, ça y est, on est sur du data, vous voyez, c'est écrit noir sur blanc par Record, hein, sur des data vérifiées, donc sont capturés à la source par Record, pour justement vérifier si les passeports sont, en fait, les passeports sont intégrés dans la blockchain, tout simplement. Bon, voilà. Donc là, on a un level justement de supply chain institutionnel, et c'est là où on attendait VeChain. Donc, je trouve que c'est dommage de perdre foi dans VeChain à un moment. C'est vrai que bon, les prix ont vraiment flingué, hein, on est d'accord, hein. Ah, ça, c'est genre en pire performance, quoi. Mais par contre, les fondamentaux continuent vraiment d'être au rendez-vous. Et en plus, j'ai l'impression que VeChain, ça y est, commence à délaisser un petit peu la plateforme VBetterDAO. Ils ont mis le paquet dessus, ils ont compris, je pense, ça y est, maintenant, faut qu'ils remettent le paquet sur l'institutionnel et les partenariats stratégiques. Et maintenant, ils y sont, ils ont compris. On y est, quoi. Donc, je pense qu'on va avoir dans les mois qui viennent des grosses nouvelles sur VeChain et sur les partenariats industriels qu'ils vont mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, ils ont un énorme écosystème unique au monde, hein, avec la plateforme VBTorDAO qui attire des utilisateurs. Et derrière, ils vont faire un maillage en fait territorial de dingue, même au niveau marketing avec leur partenariat avec l'UFC, etc. Donc on a quelque chose de solide là qui est en train de se produire au niveau des fondamentaux VeChain. Donc les amis, je pense qu'il faut pas, voilà, il faut tenir bon. Bon, ça fait pas plaisir hein, de voir ce qui se passe, mais je pense qu'on peut le regretter si on se délaisse, moi-même, hein, si on se délaisse VeChain trop tôt, quoi. Je continue, alors là, je suis sur la plateforme VBetterDAO. Donc, je vais refaire un point là-dessus, parce que moi, ça fait longtemps que je n'ai pas fait le point là-dessus, j'ai pas eu le temps, m'y intéresser, tout ça. Donc, je me dis, c'est l'occasion de refaire le point. Et regardez, donc là, je suis sur la plateforme donc VBetterDAO avec toutes les applications, en fait, qui sont actives, hein, directement. Regardez, maintenant, il y a toute une tripotée, il y en a tellement que je sais même pas laquelle choisir. Donc, on a Mugshot. Moi, j'ai eu la première quand j'étais en train d'utiliser, c'était Mugshot, hein. Ils ont encore de temps en temps d'ailleurs. Mais tout le reste, j'avoue, j'ai pas eu le temps de regarder. Donc, il y a toute une tripotée, regardez-moi ça. Donc, c'est là où on voit qu'il y a un vrai maillage énorme sur VeChain. C'est que là, vous avez des tonnes d'utilisateurs avec des applications qui en fait utilisent l'écosystème de VeChain avec le VBetter là, également le VTHO, mais sans le savoir. Et en plus, à un moment où le VTHO, ben, la récompense en VTHO a été réduite de 54% déjà.
voyez, même ça va atteindre les 75%, il me semble. Et donc plus vous allez utiliser de personnes qui vont utiliser l'application là, de VBTR DAO, plus vous allez brûler du VTH chaud et plus ça va avoir un impact sur VeChain. Donc là, on est en train d'assister quand même à quelque chose d'assez sympa au niveau de la tokenomics de VeChain. Parce que là, vous voyez qu'il y a de quoi faire quand même. Et donc vous avez tout, hein. Vous avez là maintenant, il y a un peu de tout. Vous pouvez prendre donc du coup vos repas en photo. Et donc si c'est écologique, eh ben, il va être récompensé en BBTR. Si vous faites avec l'application BYB en partenariat, je vous rappelle, avec l'UFC, donc là c'est pas rien, eh bien vous faites vos travaux, enfin pas vos travaux, mais vos push-ups là, et vos pompes, vous faites fitness en fait, directement sur l'application, eh bien vous êtes récompensé en VBTR. Enfin, il y a plein d'applications, puis il y en a plein d'autres que je connais pas. Bon, donc je vous invite à revérifier tout ça parce qu'il y a des nouvelles applications vraiment qui sont sorties et qui ont l'air vraiment sympas. Bon, allez, maintenant je passe aux statistiques, hein. Le plus important, c'est les mathématiques. Et donc là, au niveau des statistiques, on est, c'est vrai, à une perte de momentum de l'écosystème de VeChain par rapport à il y a quelques mois, mais on reste quand même sur des données très solides, parce que je vous rappelle que c'est donc là, on a 6 812 nouvelles adresses de portefeuille qui ont été créées sur les 24 heures, et donc on a un total, vous voyez, de 14 402 000 adresses créé sur l'écosystème de VeChain et donc 10 millions rien que cette année. Voilà, rien que ça déjà, ça permet de faire le bilan, parce que là c'est ma dernière vidéo de l'année, donc sur VeChain, si on fait le bilan, bah, c'est énorme. Rien que là-dessus, ils ont une année extrêmement solide au niveau des fondamentaux, de l'attraction de nouveaux utilisateurs, alors qu'au niveau des prix, bah, c'est l'inverse. Voilà, donc c'est mitigé. Mais moi, vous me connaissez, pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les fondamentaux. Pourquoi? Parce que les prix suivent les fondamentaux. Si vous avez un fondamental bullshit, eh ben, tôt ou tard, les prix, ça ira à la trappe et ça passera à la trappe. L'exemple typique, c'est Terra Luna, hein. Terra Luna, on a eu un faux mot de malade sur Terra Luna, tout le monde y croyait, mettait dessus, etc. Bon, en tout cas, beaucoup de personnes. Et puis les fondamentaux n'étaient pas au rendez-vous puisque le sujet n'était pas viable au niveau des stablecoins algorithmiques. Donc quand ça s'est pété la gueule, eh ben, on a vu le résultat, le truc est allé à zéro, quoi. Du jour au lendemain. Bon. Donc les fondamentaux font les prix tôt ou tard. Et je continue, toujours sur VTN, au niveau des statistiques, là où, alors la petite nouvelle, c'est que ça commence à remonter. Là, on est passé à 1 617 000. La semaine dernière, on était à 1 616 000 holders de VTN. Bon, là, peut-être qu'on recommence à avoir de la confiance qui s'installe sur l'écosystème de VTN. Et la TVL, en fait, le montre, puisqu'on est en train de repartir à la hausse sur la TVL. Oui, on a 0,118% sur 24 heures. Alors, en termes de dollars, bah, forcément, j'ai déjà expliqué, les prix sont chutés, donc forcément, bah, la TVL en dollars, elle a chuté. Par contre, en VeChain, là où c'est intéressant, c'est qu'on est en train de repartir à la hausse, hein. Vous voyez, un nouveau pic là, qui est en train de se former, et on est en train de stabiliser, voilà, vers les 232 millions de VeChain qui ont été bloqués en TVL dans la blockchain de VeChain. Bon, donc, on voit que l'écosystème, depuis la mise à jour Hayabusa, reprend du poil de la bête et repart sur des connotations positives là-dessus. Voilà. Donc, moi, VeChain, le bilan de l'année, c'est ça, c'est positif, clairement, sur les fondamentaux, parce qu'ils ont réussi à mettre en place, en fait, tout ce qu'ils voulaient mettre en place, hein. Leur feuille de route a été respectée au poil de chèvre. Bon, pour être poli, hein, je vais dire autre chose, mais poil de chèvre, pour tout ce qu'ils ont mis en place, donc la plateforme VBTRDAO, avec des résultats vraiment extrêmement explosifs sur les chiffres, notamment des nouveaux utilisateurs, etc. Les prix, je pense il y a un peu une frustration des utilisateurs, déjà que ne s'attendaient pas à la plateforme VBTRDAO, mais qui voulaient On l'a eu, hein, quand il y a eu l'annonce, vous savez, je crois que c'était l'année dernière, de la plateforme VBTRDAO, beaucoup de personnes moi je l'ai vu sur les commentaires et moi-même, hein, je me suis questionné en premier sur mais pourquoi ils font ça? C'est-à-dire quel est l'intérêt de créer encore trois crypto-monnaies en plus ou deux crypto-monnaies en plus avec le VBTRDAO, tout ça là. Donc c'était compliqué. Donc je pense que j'ai eu une perte de confiance à ce moment-là des utilisateurs, des investisseurs en plus long terme. Là, ça a été un peu catastrophique pour VeChain.
Après, ils ont réussi à renverser la vapeur grâce aux fondamentaux et aux résultats des applications sur la plateforme RabbitRDAO. Et puis malheureusement, après, ben, il y a eu une lassitude, je pense. Et puis il y a eu bien sûr le crash du 10 octobre du Bitcoin qui a enterré, carrément enterré tous les altcoins en direct. Et donc VeChain a pâti comme les autres, hein. Je pense cet aspect-là. Et depuis, bah, ça se relève tant bien que mal, quoi. Donc je pense que 2025, pour le Bitcoin, ça a été une année mitigée. Pour les altcoins, ça a été une année catastrophique. Faut le dire, hein, clairement. Donc, moi, quand on me parle de bull run, bah, je rigole, en fait, parce que niveau bull run, un bull run, c'est pas ça, hein. Pour ceux qui ont connu un bull run, moi, j'ai plutôt eu l'impression en 2025 d'avoir affaire, en fait, à un bear market, quoi. Voilà. Bon, mais c'est pour ça que je vous dis, on n'est plus du tout dans la même configuration. Contre, au niveau des fondamentaux, pour la suite des choses, je pense que VeChain a vraiment, maintenant qu'ils ont mis en place ce qu'ils voulaient et ça y est, la plateforme VBetterDAO, c'est fini, bah là, je vois pas d'autre chose à mettre en place que de consolider les partenariats industriels pour VeChain. Donc c'est ça qui est positif, et maintenant on va avoir vraiment des bonnes nouvelles, et j'espère qu'ils vont nous annoncer des partenariats de fou avec notamment, pourquoi pas, très bien, mais genre des Tesla ou des grosses boîtes industrielles, quoi. Voilà. Et je pense que c'est possible parce qu'ils ont un gros réseau et on voit que Sonny Lu, bah, il est en relation directement avec, je rappelle, hein, Dana White, le PDG de l'UFC, et ils sont également en relation avec Trump, donc le président hein, américain quand même. J'avais montré les photos déjà, donc ça, déjà, le réseau, rien que ça, c'est bête à dire, mais ce qui fait aujourd'hui la force d'un réseau, c'est justement les connaissances qui sont dans ce réseau-là. Allez, je continue. Bon, maintenant je passe à Hondo Finance et au RWA, donc financier, hein, vous connaissez. Et là, vous voyez, on a le développement en direct de Hondo Finance qui a décrété donc, au 23 décembre mettre en place de nouveaux, tout simplement, actifs tokenisés, ETF, actifs et d'autres choses de ce genre-là sur leur Hondo Global Market. Et là, vous avez vu, vous avez donc le TQQON, vous avez Snapchat sous forme de Snap-on, vous avez voilà, des actifs de Quantum, des actifs donc ETF, etc. Ah, donc, c'est toute une nouvelle série en fait d'entreprises et d'ETF qui ont été mis en place sous forme tokenisée directement sur le Hondo Global Market de Hondo Finance. Bon, plutôt une bonne nouvelle, hein, parce que ça y est, on voit que le RWA continue de s'étendre grâce à ce genre de projet. Autre nouvelle de Hondo Finance, donc voilà, là, c'est quand même pas rien quand même, parce qu'ils annoncent que le market cap, enfin, les actifs tokenisés d'une année sur l'autre a établi un record de 2695% de performance. Il suffit de voir la courbe que vous voyez ici. Et ça, c'est uniquement sur les actifs tokenisés. Je ne parle pas de l'immobilier, je ne parle pas de même des autres formes d'actifs qui peuvent être tokenisés. Là, je parle uniquement des actions, tout simplement. Je ne sais pas s'ils prennent en compte les ETF également, je pense que oui. Mais il n'y a pas, par exemple, les bons du trésor américain, il n'y a pas les commodities, c'est-à-dire les marchandises, notamment l'or, l'argent n'en font pas partie. Les fonds tokenisés n'y sont pas. Donc là, on parle uniquement des actions tokenisées. Et ça, bah, cette évolution de 2695%, elle a été dédiée uniquement à travers Hondo Finance. Donc voilà pourquoi le projet il est explosif. C'est parce qu'ils ont permis à eux tout seuls, Hondo Finance, bah, de tokeniser déjà les actions boursières donc américaines pour l'instant, mais ils vont peut-être atteindre d'autres marchés continentaux. Et surtout, ils ont prouvé qu'il y a un vrai besoin, il y a une vraie demande, en fait, sur tout ce qui est l'aspect de tokenisation. Et les investisseurs étaient vraiment au rendez-vous et se sont réfugiés en masse dans le RWA des actions boursières, en fait. Voilà, donc la prochaine étape, c'est quoi? Bah, ça va être les commodities, les fonds tokenisés et pourquoi pas même l'immobilier. Ouais, donc au fur et à mesure qu'on débloque, tout dépend en fait de la tokenisation. Ouais, et là aussi, il y aura du rendez-vous, il y aura parce que tout simplement, bah, c'est juste, c'est beaucoup plus utile. C'est les actions tokenisées de Hondo, elles sont disponibles bah, H24, 7 jours sur 7, ce qui n'est pas le cas sur les actions boursières classiques, dirigées par, enfin, managées par les banques traditionnelles, qui sont fermées, je rappelle, le week-end, hein. Bon. En plus, vous avez des commissions. Bah là, il n'y a pas de commission parce qu'on est sur la blockchain avec Ondo Finance ou des commissions minimes par rapport à ce que demandent les banques classiques dans le circuit traditionnel, etc.
Vous avez de la liquidité, vous avez tout ce qu'il faut là, tout simplement. Et donc, c'est pour ça, encore une fois, donc là, toutes les semaines, moi j'hallucine quand je vois ça, la TVL de Hondo est encore battu un record. Regardez, on a encore battu un record. Regardez-moi cette TVL, c'est incroyable. Au moment en plus où vous avez les autres TVL qu'on voit qui sont plutôt moroses, même la TVL du Bitcoin n'est pas top là en ce moment. Bon, donc là on voit que Hondo c'est vraiment un projet où il se passe quelque chose. Alors après, je rappelle, bien sûr, faut faire attention au niveau des prix du Hondo. Là je parle de la TVL, hein. Mais là où faut faire attention, c'est que je rappelle que début 2026, il va y avoir un déblocage de tokens de Hondo. Donc logiquement, il doit y avoir encore une chute des prix. Et donc, logiquement, par rapport au dollar, il devrait y avoir une chute de la TVL. Parce que ce sera par rapport au dollar. Vous avez vu, là, c'est en hondo par rapport au dollar. Donc, attention à cet aspect-là. Moi, je vous mets en garde, hein, si vous voulez investir dans Hondo, là, ou dans les jours qui viennent et tout. Peut-être que ça vaut le coup d'attendre qu'il y ait le unlock des tokens qui vont, voilà, qui vont arriver parce que on n'est pas à l'abri qu'il y a un petit dump court terme des prix du Hondo avant de repartir à la hausse. Donc profitez peut-être, si vous voulez investir là-dedans, bien sûr, hein, si vous voulez investir là-dedans, bah, pourquoi pas d'attendre cette unlock, vous profitez de la baisse, boum, vous investissez, et puis après ça repart à la hausse, quoi. Parce que ça repartira à la hausse, hein. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Autant pour les autres projets, vous voyez, je suis un peu prudent. Autant pour Hondo Finance, personnellement, je n'ai pas de doute parce que quand je vois l'intérêt qu'il y a sur les actions tokenisées boursières, c'est les seuls Hondo Finance, ils ont 70% du marché du RWA. Là, donc, au niveau des actions boursières, hein, au niveau des actions boursières tokenisées, donc c'est les seuls qui font ça quasiment à une échelle en plus institutionnelle. Je rappelle qu'en plus, il y a le Hondo Summit, le sommet d'Hondo qui arrive en 2026 avec tous les gros pontes. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus spécifique. Enfin, il y a 2-3 semaines, j'avais fait le point là-dessus. Il n'y a que les gros pontes qui arrivent. Donc, ils vont nous mettre une tokenomics, enfin, pas tokenomics, mais une roadmap 2021, je pense qu'on va halluciner. Voilà, et la TVL d'Ondo, elle est explosive. Bref, j'ai jamais vu ça. Donc, vraiment, c'est un projet, je pense, si vous êtes patient. Alors, je dis pas que ça va péter sur le court terme, hein. Sur le court terme, on peut même avoir encore une baisse, un peu comme le Bitcoin sur le court terme, on peut avoir une baisse de 50%. Ça, je serais pas étonné, clairement. Parce qu'il n'y a pas encore d'intérêt réel entre le token Hondo, qui est un token pour l'instant uniquement de gouvernance, et pas un token où en fait tu permets de gagner de l'argent pour le projet. Vous voyez, voilà. Contrairement à Chainlink, par exemple. Voilà, donc c'est pour ça, faites attention si vous voulez investir sur ce projet au niveau court terme. Après, sur le moyen et long terme, c'est un truc, ça va tout défoncer sur son passage, ça, j'en suis persuadé. Allez, je continue et cette fois je passe à Chainlink. Voilà. Donc Chainlink, cette semaine, ça a été quoi? Eh bien, ça a été l'intégration, ça y est, de 12 institutions, simplement à travers les 4 services de Hondo et 10 différentes blockchains. Donc là, on parle de la BNB Chain, Hyper EVM, Jovei, Lighter, Monad, Morph, Polygon, Solana, Stable and Tempo. Et donc, ces intégrations, en fait, donc on parle de cette intégration au niveau du CCIP. Vous savez, c'est la technologie que je parle souvent de Chainlink au niveau des data. Voilà. Il y en a deux qui ont intégré, donc deux institutions qui ont intégré le CRE, donc c'est tout ce qui est l'aspect de confidentialité en plus au sein des data de Chainlink. J'ai déjà montré, il y en a une intégration sur le data link et deux intégrations sur le price feed, parce que je rappelle que Chainlink a même mis en place un service justement pour vérifier les indexations de prix. Par exemple, je parle des prix de l'or, de l'argent, etc. Mais quand vous allez sur Internet, que vous tapez prix de l'or, ben, on vous sort les prix de l'or, mais il faut qu'il y ait bien une vérification derrière de données de ces prix pour que vous soyez sûr que ces prix-là sont les vrais prix, en fait. Voilà. Ben, ça, c'est Chainlink. Ils ont mis ça à une échelle institutionnelle, ils ont mis ça à une échelle blockchain, du coup, que tout le monde puisse vérifier et que voilà, c'est hyper transparent et infalsifiable. Voilà. Donc ça, ils ont mis ça au niveau de la blockchain. Il y en a deux aujourd'hui, cette semaine qui ont intégré deux projets là. On voit ici, donc on ne sait pas lesquels, hein, mais en tout cas qui sont là, qui ont intégré ce service-là au sein de leur blockchain à travers Chainlink. Donc on voit vraiment que Chainlink, chaque semaine, et c'est tout le temps comme ça, vous avez toujours bah, des partenariats, des adoptions qui sont faites directement par des projets. Et là où c'est intéressant, par exemple Chainlink, même plus que par rapport à Hondo Finance, je vais vous expliquer. Donc là, je vous ai carrément fait un petit résumé, je suis passé par Chainlink. Alors,
ChatGPT, pardon. D'habitude, j'utilise Claude, mais j'ai plus de forfait sur Claude, donc du coup, je suis passé par Chainlink, hein, voilà. Donc, excusez-moi pour les personnes qui utilisent Claude. Vous vous reconnaîtrez, hein. Ouais, faut pas me taper dessus. Bon, et donc Chainlink, voilà. Alors qu'est-ce que c'est? Bon, c'est le principal réseau d'Oracle décentralisé. Il connecte les smart contracts blockchain aux données extérieures, donc prix des actifs. Vous voyez ce que je vous disais exactement avec le price feed, les taux de change, les données financières, etc. Sans Oracle, les blockchains ne peuvent pas accéder à les données externes fiables de façon décentralisée. Donc vous voyez l'intérêt majeur, unique, et on ne peut pas s'en passer, de, des oracles et donc du projet Chainlink. Donc Chainlink en fait est une infrastructure essentielle pour la DeFi, les stablecoins, les actifs numériques tokenisés, le RWA. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de RWA avec Chainlink et même les institutions financières qui veulent intégrer blockchain et données traditionnelles. C'est exactement ça. Vous voyez? Et donc là où c'est intéressant, c'est comment, vous voyez, parce que le principe fondamental d'un projet, malheureusement, bon, c'est comme ça, c'est le capitalisme, hein, c'est de gagner du pognon. Le pognon, gagner du pognon, c'est pas sale. C'est après c'est comment on le gagne et qu'est-ce qu'on en fait derrière qui peuvent être sales. Mais gagner du pognon en soi, pour Chainlink, eh bien c'est propre. Parce que regardez, ils ont trois moyens de gagner de l'argent. Donc ils ont des frais d'utilisation du réseau, comme beaucoup de blockchains aujourd'hui, donc Solana, etc. C'est frais d'utilisation du réseau. Ethereum, c'est pareil. Et donc, les projets qui utilisent les oracles Chainlink paient des frais pour les services de données, notamment les price feeds. Donc, comme vous avez vu, j'ai montré, il y avait l'intégration de price feed ou juste avant le tableau là, de Chainlink, tout ça fait que c'est des services en fait qui sont payants de la part d'institutionnels qui payent à travers des frais Chainlink pour pouvoir utiliser ces services-là. Donc ça, c'est comme ça que Chainlink gagne sa croûte, entre guillemets. Mais pourquoi je vous mets un peu cet aspect-là en avant? C'est parce que c'est important derrière. Pourquoi? Parce que le token Link, eh bien, est directement basé en termes de performance sur justement les frais d'utilisation du réseau et également combien gagne l'entreprise quelque part. Ça, c'est directement lié aux fondamentaux du projet et c'est la différence par rapport à Ondo Finance. Je l'ai dit que Ondo Finance, c'est un token uniquement de gouvernance qui ne permet pas encore à l'entreprise de gagner de l'argent réellement grâce au token Ondo. Ondo Finance, il gagne en fait de l'argent grâce au Ondo Global Market. Mais il n'y a pas de lien, de pont, pour l'instant en tout cas, entre l'utilité du token Ondo et le Ondo Global Market, par exemple. Voilà. Par contre, dans la roadmap, moi je l'ai vu, le Ondo Finance, un jour ça va arriver. Et là, c'est là où je vous dis, ça va tout exploser. Mais pour l'instant, vous voyez, la différence entre Link et Ondo, c'est que Link, le token Link, il est directement lié à la réussite de l'entreprise, en fait. Et donc là, vous voyez, les frais d'utilisation du réseau, bon voilà, on en a parlé. Il y a aussi la réserve stratégique. Alors ça, j'en ai jamais parlé. Il faut savoir que Chainlink, depuis 2025, donc cette année, ils ont lancé effectivement le Chainlink Reserve, donc c'est une réserve on-chain qui accumule, en même, ils achètent eux-mêmes, ils font du buyback en fait comme des entreprises boursières, mais eux ils le font sur leur token Link. Et donc ils convertissent les revenus payés en stablecoin, Ethereum ou Fiat en Link. Vous voyez? Donc c'est là où c'est puissant pour Chainlink par rapport au token Link. Et moi je dis que c'est pour ça que je vous dis que je suis convaincu que le token Link est un des tokens les plus sous-cotés du marché actuellement, quand je vois l'infrastructure créée par Chainlink, et surtout, qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'ils font des revenus en fait gagnés grâce aux frais de réseau, etc. Ils le convertissent en Link et ils transforment ça sous forme de réserve Chainlink. Ah, et donc, effectivement, comme le dit là ChatGPT, ça crée une pression d'achat sur le token et ça réduit la circulation en cours. Donc, double cause à effet, quoi. Il y a aussi le staking et l'incentive qui est associé à ça. Donc les nodes d'opérateurs et validateurs doivent staker des lignes pour sécuriser le réseau, ils font des données fiables. Ça crée une dynamique d'incitation économique. Voilà. Et bien sûr, vous avez les partenariats institutionnels. Alors ça, je l'ai rabâché 15 000 fois. Donc il y a JP Morgan, Swift, il y a bon, tout le tralala, qui utilisent justement déjà Chainlink ou qui prévoient d'utiliser à l'avenir déjà Chainlink. Et ça va générer des revenus, mais là, vous imaginez même pas. C'est pour ça que je vous parle bien de cet aspect-là, et ça me fait un peu la conclusion sur Chainlink sur l'année 2025, et la transition sur 2026. C'est pour ça que je ne serais pas étonné que Chainlink, en 2026, ils explosent tous les records,
Parce que vous avez des partenariats institutionnels massifs, JP Morgan, Swift et tout, qui brassent pas des milliards, ils brassent des trillions de dollars. Donc, logiquement, si vous avez des trillions de dollars qui sont déversés derrière sous forme de réseau, alors après ce ne sera pas des trillions de dollars de revenus pour Chainlink, on l'a compris, mais si sur des trillions de dollars de transactions, vous avez Chainlink qui prélève une petite pourcentage de commission de frais au passage, imaginez le bordel que ça va représenter en termes de buyback derrière sur les tokens Link et donc sur la réserve Chainlink. Voilà. Donc là, on voit que sur Chainlink, moi je vois un nouveau partenariat qui arrive, nouvelle chose qui arrive sur Chainlink, je vois derrière effectivement un nouveau moyen de gonfler les prix des Chainlink. Donc quand je vois que le prix du Chainlink, là, Link, ils ont baissé à 12 dollars, 10 dollars, 12 dollars, je vous dis que pour moi c'est le token le plus sous-coté du moment à côté de d'autres cryptos. Hein. Dans VeChain aussi c'est hyper sous-coté, VeChain ils sont passés en dessous de... Même en 2020, c'était pas ce prix-là, quoi. Donc, bref. Je vous dis pas. Donc, on en est là. Et donc, voilà, là où c'est intéressant, c'est les revenus estimés. Mais là, il faut prendre vraiment avec des pincettes, parce que c'est ChatGPT qui nous sort ça. Donc, bon, faut vraiment se méfier. Mais là où ça peut être intéressant, c'est effectivement, ça se base sur des informations publiques, notamment, donc vous avez Nasdaq, Token Terminal et DeFi Lama, notamment qui en montre et TVL, qui ont publié combien pourrait gagner en tout cas Chainlink là en 2025. Et donc on parle de 22,9 millions de dollars de revenus récurrents liés au service du protocole et 41,1 millions de dollars autour de l'interopérabilité. Alors ça c'est Token Terminal qui le dit. Bon après vous avez Nasdaq qui mentionne quand même des frais, enfin un chiffre d'affaires, des revenus plus modestes avec 8,7 millions de revenus de dollars sur 12 mois. Et DeFi Lama, eux, qui parlent de 1,5 million de dollars, mais ils ne comptent pas, en fait, tous les revenus hors-chain, donc ils comptent uniquement les faits métriques on-chain, et c'est logique, parce que DeFi Lama, c'est ceux qui, vous savez, parlent de la TVL, tout ça, là. Donc c'est normal qu'ils se basent uniquement sur les données on-chain et pas hors-chain, c'est logique. Donc ça colle, en tout cas, on va dire qu'il y a entre 8 et peut-être 20 millions de dollars de revenus, parce qu'il n'y a pas de, comme c'est Chainlink, c'est pas une société publique traditionnelle, classique du terme, vous n'avez pas du coup de bilan financier public. Bon, en tout cas c'est aux États-Unis, hein, c'est une entreprise américaine. Et donc, c'est vrai qu'il n'existe pas de chiffre officiel unique consolidé pour 2025, donc ça reste des estimations on-chain, avec les frais d'utilisation notamment. Voilà. Mais ça prouve que c'est une entreprise qui rapporte de l'argent. C'est ça qui est bien. Donc fondamentaux présents, quoi. Et donc là où c'est intéressant, c'est que Chainlink, adoption et métrique d'usage en 2025, donc Chainlink, c'est quand même plus de 100 milliards de dollars de TVS, donc Total Value Secured, via justement la blockchain de Chainlink. Et surtout, c'est 70% des parts du marché dans le secteur des oracles. C'est-à-dire quand je vous dis que Chainlink, c'est les seuls en fait qui font ça à un niveau institutionnel, bah, c'est pas sorti du chapeau, c'est que c'est vraiment ça. Donc, les oracles, on l'a compris, c'est une infrastructure essentielle, je vous l'ai dit, justement pour absolument toutes les entreprises traditionnelles, mais également Web3, pour tout ce qui est l'aspect des data, des données. Donc, tous ces institutionnels-là, ils n'ont pas le socle de passer par Chainlink. Donc, c'est des trillions de dollars qui vont graviter tôt ou tard dans Chainlink. Et Chainlink va prendre, vous l'avez compris, sa commission au passage, et ça va représenter des milliards, en fait, qui vont être buyback sur le token Chainlink. Donc, à ce rythme-là, dans quelques années, avec l'essor en plus du RWA, je pense que Chainlink, je ne serais pas étonné qu'on ait vraiment un boom nucléaire des prix, du coup, pour le coup, de Link. Voilà, et donc on parle déjà de plus de 2400 intégrations dans l'écosystème blockchain de Chainlink. Voilà. Et donc après, les concurrents majeurs, vous voyez, de Chainlink, c'est Pit Network. Donc on est loin derrière. Vous voyez? On ne veut même pas en parler parce que c'est tellement loin qu'il n'y a pas de concurrent officiel en fait sur Chainlink. Voilà. Donc je continue maintenant. Vous avez vu que Chainlink, pareil, bilan annuel, truc de malade. Hein. Je rappelle que là, ils ont fait des partenariats avec Swift. Ils ont eu un partenariat également avec le gouvernement, je n'en ai pas parlé là, mais américain, qu'ils ont assuré les données du trésor public, ou je ne sais plus exactement ce que c'est, mais vous pouvez facilement vérifier. Tapez sur Internet. Chainlink a assuré les données du trésor américain sur des choses locales. Ça. Voilà, c'est du délire. Bon.
Maintenant, je vais passer à Plume, les amis. Donc Plume, également gros projet en train de bien performer là en termes de fondamental. Et effectivement, ils expliquent simplement à travers leur article qui a été fait sur Be In Crypto, hein, donc c'est un article média, donc ils font allusion à ça. Et donc ils expliquent pourquoi le RWA, ça pourrait être le secteur le plus prometteur de 2026. Totalement. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Bear market ou pas bear market, hein, peu importe. Et donc là, il y a le PDG de Plume, donc Chris Yin, qui a révélé justement ce qu'il en pensait de cet aspect-là. Et effectivement, il a déclaré dans les grosses lignes, hein, que le potentiel du Real World Asset RWA, en fait, avait déjà atteint les 150% de performance rien que sur l'année 2025. Mais qu'il attendait, donc Chris Yin, le PDG de Plume, une expansion de minimum 10 à x20 en 2026 en termes d'utilisateurs et de valeur. 10 à x20, hein. C'est pas rien quoi. Là, on parle vraiment d'une explosion nucléaire. Et ça, c'est bear market ou pas bear market. Parce que vous l'avez compris, là, on s'en fout. Les utilisateurs, ils vont dans la tokenisation des actifs, tout simplement parce que c'est utile. Bear market ou pas, on s'en fout. Et donc, tout ça, ça fait qu'on va avoir une adoption qui va être massive, justement grâce au RWA, sur les produits de rendement tokenisés, mais également les stablecoins. Et donc, encore une fois, accélération du changement de paradigme social et du conflit monétaire qu'il y a actuellement, avec la perte de confiance qu'ont les citoyens de plus en plus dans les banques centrales et dans les monnaies fiduciaires. Et donc, ça va encore plus conduire les gens à se diriger vers les produits alternatifs financiers et monétaires. Donc, notamment le Bitcoin, mais également les stablecoins, comme je vous l'ai montré, avec le fameux, la liste là, où vous avez la Chine, l'Inde qui est en tête de liste des adoptions de Bitcoin, en fait. Voilà. Et donc là où c'est intéressant pour Plume, en plus de ça, c'est que vous voyez, là, à TVL, alors à TVL, on a eu un gros boom, puis après on a chuté, donc vous voyez qu'on est là, on n'est pas comme sur du Hondo Finance, hein, clairement. On est sur du projet classique, là. Mais par contre, en termes de nombre de plumes, bon, on a eu un pic juste ici, donc le 18-19 décembre 2025, et depuis, ben, on a chuté pour se stabiliser voilà, actuellement autour des 8, 9 milliards de plumes bloquées dans la blockchain. Voilà. Mais je pense que ça va repartir à la hausse parce que c'est un très bon projet plume au niveau d'infrastructure, hein, vous avez compris. On est vraiment sur quelque chose de très beau. Au niveau du marché RWA, regardez un petit peu ça. Nous sommes à 18,78 milliards de distributed asset value. Donc on est à plus 1,47% sur 30 jours. Mais surtout, on voit que le nombre de holders dans le RWA est en nette augmentation, puisqu'on est quasiment à 600 000 holders, c'est-à-dire plus 7,58% sur 30 jours. Également, la même chose pour le nombre de détenteurs de stablecoin. Par contre, pour le represented asset value, là, on est un peu en baisse. Donc, on voit bien que là, sur cette fin d'année 2025, c'est-à-dire que là, depuis le novembre 2025, vous voyez, on est en baisse, clairement, hein. Enfin, on n'est pas en baisse, on est en stabilisation. On a eu un creux là au 23 novembre avant de repartir un peu à la hausse. Mais là, c'est vrai que sur toute la fin d'année, sur les 2 derniers mois, on voit qu'on a quand même eu une phase de stabilisation sur le marché du RWA comparé à tout ce qu'il y a eu entre 2024 et 2025. Bon. Donc, pareil, si je fais le focus sur Plume au niveau des chiffres de RWA.xyz, eh bien, on est en baisse plutôt, sauf pour le nombre de holders. Donc, on voit que les détenteurs de notamment RWA, pour Plume, on voit qu'on est en nette hausse, donc plus 0,93%. Mais là, Plume se fait un peu grignoter des parts de marché en termes de nombre de holders, hein, bien sûr, par rapport au reste, puisqu'on voit que l'évolution du nombre de holders sur Plume est moins forte que sur le marché général du nombre de holders sur le RWA. Bon. Et Stablecoin, pareil, on est un peu en hausse également. Par contre, tout le reste est largement négatif, puisque là, le nombre du transfert sur 30 jours de RWA, on a moins 72,6%, donc là, vous voyez, c'est énorme. Pareil sur le nombre de stablecoins en termes de transfert. Et après, pour le distributed asset value, on est en légère baisse de 2,19%. Et le market cap de stablecoin, on a moins 32%. Le représenté asset value, je crois que ça n'a pas trop bougé du coup, puisqu'on est toujours sur le même cadre.
Voilà, donc Plume, ça reste un très bon projet. Donc après avoir les données et surtout l'évolution en 2026 que ça va donner, mais en tout cas, on voit qu'ils attirent quand même des grosses. Bah, c'est les premiers hein, en termes de nombre de holders RWA sur une blockchain pour le RWA. Plume, c'est le premier, c'est le leader. Voilà. Alors après, maintenant, ils ont plus 50%, je crois qu'ils ont 45% des parts du marché du RWA en nombre de holders au niveau total, toute blockchain confondue, même en prenant en compte Ethereum, pour vous dire. Donc, ils sont quand même extrêmement puissants pour le moment. Après, on va voir ce que ça donne à l'avenir, hein. Mais gros projet. Ensuite, je continue avec XRP. Voilà, maintenant j'ai passé aux ETF sur XRP. Et là, regardez, nous sommes toujours à 1,4 milliard de dollars d'actifs sous gestion pour XRP. Donc, on voit que pendant que les ETF sur Bitcoin et Ethereum ont pris la déculottée là, cette semaine, eh bien, ce n'est pas le cas pour Solana et pour XRP qui, eux, eh bien, alors, Solana a continué de grossir, mais XRP, lui, est resté stable, parce que la semaine dernière, nous étions déjà à, 14 à 1,4 milliard de dollars injectés sous gestion sur les ETF XRP. Voilà, et là, on a toujours 6 ETF en cours, et c'est surtout Canary Capital hein, qui gagne la course avec quand même une grosse part de marché au niveau des ETF. Voilà. Donc je continue les amis, et cette fois alors je continue avec XRP d'abord et un article de journalducoin.com. CME Group lance des contrats à terme sur XRP et Solana pour satisfaire la demande institutionnelle. Et c'est marrant parce que vous voyez, je vous disais, enfin je vous demandais qu'est-ce qui s'est passé là sur XRP Solana, comment ça se fait que les ETF eh bien, continuent d'être positifs d'un côté, mais pas sur Bitcoin ni sur Ethereum. Je rappelle que tous les contrats à terme sur Bitcoin et Ethereum ont déjà été lancés il y a un bon moment de ça, donc 2024 ou même avant. Et donc là, c'est une première pour XRP et Solana, et comme par hasard, vous avez un influx institutionnel, même sur les ETF, qui se lancent sur XRP et Solana. Bon, donc je trouve que c'est quand même une coïncidence assez forte pour vous le notifier, quoi. Voilà, pour expliquer en partie pourquoi il y a une dissonance justement entre les ETF Bitcoin, Ethereum et les ETF Solana et XRP. Je continue les amis, cette fois je passe aux actualités crypto en plus général. Bon, vous l'avez compris, moi je reste vraiment bullish sur la suite des choses pour la crypto-monnaie. On a eu une période de correction à mon sens court terme et peut-être que cette correction court terme n'est pas terminée, mais qu'on va avoir encore un début 2026, même une chute du Bitcoin. Moi je ne serais pas étonné qu'il puisse aller à 70-60 000 dollars clairement, hein, le Bitcoin, pour bien les suivre et surtout parce que ça voudrait dire que la liquidité fait une rotation entre le Bitcoin vers l'or et l'argent, qui sont vraiment psychologiquement là, les grands gagnants, mathématiquement aussi, hein, bien sûr. Mais là, on voit dans la sphère médiatique, on parle que de l'or et que de l'argent, on parle plus du Bitcoin du tout. Donc, vous avez plus de tendance pour les personnes qui sont pas trop initiées à l'aspect de la finance, eh bien forcément, ça va allumer une ampoule en disant acheter de l'or et de l'argent, alors qu'on est déjà quand même à un niveau très haut pour l'or et pour l'argent. Ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter de monter, hein. Je pense que l'or et l'argent vont continuer de monter, mais c'est juste que du coup, on a des biais psychologiques qui vont pousser les gens à aller vers une valeur qui est en train de monter que vers le Bitcoin qui a subi l'extrême peur. Et donc, on n'est plus trop attiré psychologiquement sur cet aspect-là, marketingment en fait, parlant, sur ce produit-là. Bon. C'est de la logique au final. Et donc là, j'ai un article de cryptost.fr. Wall Street a pris un pari important sur Ripple tout en imposant des garde-fous crypto. Donc début novembre, des acteurs clés de Wall Street décidaient d'investir 500 millions de dollars dans le projet Ripple, un montant qui va lui permettre de dépasser les 40 milliards de dollars de valorisation. Voilà, donc ça c'était début décembre. Donc j'avais pas vu l'article, c'est pour ça que je me dis je vous le passe. Mais on voit bien que XRP, Ripple, là, on n'entend pas trop parler. Ils sont discrets pour le moment, mais ils avancent leurs pions et surtout ils avancent leur partenariat avec des acteurs majeurs de Wall Street, mais à vitesse grand V, vous voyez, et pas avec des petits montants, vous voyez, avec des gros montants là. Donc on voit bien que la finance traditionnelle est en train d'évoluer là. Elle est en train vraiment de se moderniser à travers les acteurs clés comme XRP, Ripple pour les paiements transfrontaliers, Chainlink pour l'infrastructure, notamment bah, indispensable en tout ce qui est les data on-chain,
Ondo Finance pour tout ce qui est la tokenisation des actions boursières. Voilà. Il y a juste VeChain, pour l'instant, qui n'est pas encore reconnu sur l'aspect de l'action, le VBTR-DAO, tout ça, et surtout sur l'aspect de la supply chain, mais ça va venir. Ça va venir, parce que VeChain ont une grosse ramification, mais je pense que là, on a vraiment le panel dans le RWA de tout ce qui se fait actuellement. Il y a Plume également pour tout ce qui est les rendements, l'infrastructure sur le RWA et le nombre de holders en plus. RWA, ils sont leaders. Bon, donc je pense que déjà avec tout ça, on a fait un bon, voilà, un bon, je sais pas comment dire. Bon, vous avez compris, voilà, une belle observation, je pense, de ce qui se passe au niveau du RWA, toute niche confondue, on va dire. Voilà. Allez, je continue. Donc, les actualités crypto plus générales. Donc, Cointelegraph France, le FMI en négociation avec le Salvador sur la vente de son portefeuille Bitcoin Chivo. Donc, on voit bien que là, il y a une énorme pression politique, même de la part des institutions traditionnelles comme le FMI. Donc, on est loin d'être dans le cadre où on était en 2020-2021, où le Bitcoin, ah vraiment, c'était le petit truc de merde, excusez-moi l'expression, mais qu'on doit délaisser ou même pas on s'y intéresse. Aujourd'hui, on a carrément le FMI, le Fonds monétaire international, qui négocie avec le Salvador pour vendre le portefeuille Bitcoin Chivo sous pression en fait des enjeux géopolitiques et surtout au niveau des dettes, parce que le Salvador doit emprunter de l'argent au FMI. Donc, bien sûr, bah, le FMI profite de cette position de force pour voilà, forcer le Salvador à vendre, supprimer en fait le portefeuille Bitcoin Chivo, qui a plus, ça n'a pas été un gros succès, je crois, au Salvador, hein, donc bon, pas une grosse perte. Mais quand même, c'est pour ça que là, vous voyez, le FMI indique que les négociations en vue de la vente du portefeuille Chivo géré par l'État salvadorien sont bien avancées. De son côté, le président Nayib Bukele affirme que son gouvernement ne cessera pas d'acheter du Bitcoin. Donc ils vont vendre, ils vont supprimer leur portefeuille Chivo, voilà, ou le vendre à n'importe qui, je sais pas, voilà, à quelqu'un. Mais par contre, ils vont pas arrêter d'acheter du Bitcoin. C'est là où c'est intéressant. Donc, on voit que le FMI, enfin, c'est ça que moi qui m'a interpellé, c'est pourquoi une institution comme ça, un monétaire international, donc qui gère les emprunts et les allocations de fonds au monde entier, met autant d'énergie pour pousser un pays comme le Salvador à abandonner donc le Chivo. Je rappelle que le portefeuille Bitcoin Chivo, c'est un portefeuille qui a été créé donc par le Salvador pour autoriser tous les citoyens du Salvador à passer par ce portefeuille Chivo, à créer un compte et à acheter du Bitcoin via ce portefeuille. Autrement dit, ben en fait, vous avez le portefeuille Chivo, c'est un peu comme une banque quelque part, mais une banque Bitcoin, parce que vous achetez du Bitcoin sur ce portefeuille Chivo, et donc c'est géré par l'État derrière salvadorien, en fait. Bon, comme une banque centrale presque, vous voyez? Et donc ça montre que toutes ces institutions-là, Fonds monétaire international, ils se chient dessus, c'est mon expression, hein, mais c'est ça, sur tout ce qui est les actifs comme ça légalisés et qui arrivent et qui en fait remplaceraient tout simplement tous ces bons à rien du Fonds monétaire international. Excusez-moi l'expression, mais c'est pas des bons à rien, je retire ce que j'ai dit. Mais quand on voit l'état de la géopolitique mondiale avec l'endettement qu'on a, bah il y en a qui n'ont pas fait leur boulot, quoi. Il y en a qui n'ont pas fait leur boulot, clairement. Et donc c'est pas étonnant qu'ils ont peur de l'arrivée d'électrons libres par rapport au système traditionnel financier connu que sont les crypto-monnaies et le Bitcoin. Ça le prouve très bien quand on voit ce genre de négociations, quoi. Ensuite, cryptost.fr, je continue, les paiements en stablecoin ont explosé au cours de l'année écoulée. Voilà. Donc là aussi, ça explique pourquoi ils sont un peu en panique et en PLS, toutes les institutions financières mondiales, c'est parce qu'ils voient bien qu'il y a un changement monétaire qui est en train de se faire là, et que les citoyens en ont marre de passer par les monnaies fiduciaires qui sont indexées sur une inflation, finalement que plus personne n'arrive vraiment à contrôler sur le long terme. Donc les stablecoins, c'est bien aussi pour passer hors radar quelque part aussi sur ces aspects-là. Donc, les stablecoins s'imposent de plus en plus dans les paysages monétaires mondiaux au point de représenter une option de paiement largement plébiscitée par les entreprises, mais également les particuliers. Bon, donc c'est voilà, ce que je vous dis, hein, on est en train de vraiment l'année 2025, c'est le tournant, c'est le changement de paradigme monétaire. Coin Academy, Visa étend le règlement en USDC aux banques américaines après un pilote à 3,5 milliards de dollars.
Donc là, on va encore plus faciliter justement les paiements en stablecoin, avec des rendements qui vont laisser les banques vraiment sur le carreau. Parce que là, on a déjà des rendements stablecoin, même sur Binance, hein, vous y allez, on a l'USDC, on a des rendements à 5% déjà. Ah, vous allez voir votre banque, même la meilleure banque française, je vous la mets au défi d'avoir le même rendement que sur Binance en stablecoin. Ah, si on a du 1%, 2%, nous, c'est le bout du monde, hein, en France. Ah, c'est vive Noël, quand à la fin de l'année, quand on a fait le bilan sur son. Qu'en plus, avec les mouvements financiers, etc., bon, si on se tape 5 euros ou 50 euros sur son compte, c'est bien, quoi. Ah, je rigole, hein, mais bon, voilà. Je veux dire vraiment, des fois, ils se foutent de notre gueule, quand même. Bon, Coin Academy, l'Union européenne soutient l'euro numérique, mais avec des plafonds stricts pour éviter une fuite des dépôts. Donc, l'Union européenne soutient l'euro numérique tout en imposant des plafonds stricts afin d'éviter une fuite des dépôts bancaires et de préserver la stabilité financière. Alors là, déjà, on a vu quand même, il n'y a rien qui va dans la même phrase, dans leur volonté, parce qu'ils mettent l'euro numérique, du coup, pour tout contrôler et préserver la stabilité financière, mais du coup, bah, ils imposent des plafonds. Donc, bon, c'est là aussi. Donc, le Conseil de l'UE soutient l'euro numérique, il valide des plafonds, blablabla. L'euro numérique est conçu comme un moyen de paiement, pas comme une réserve de valeur, afin d'éviter un choc sur le crédit et un resserrement monétaire involontaire. Ces limites sont critiquées déjà car elles protègent le modèle bancaire existant exactement et pourraient réduire l'attractivité de l'euro numérique face au stablecoin privé, déjà largement en avance. Donc là, vous avez l'exact exemple de pourquoi il faut fuir l'Europe. Enfin, c'est, c'est- il y a tout qui est là. Vous avez tout l'aspect technocratique débile, donc qui crée un euro numérique qui a aucune plus-value, même au contraire, il y a une moins-value par rapport aux stablecoins qui ont déjà prouvé leur solidité et leur existence, tout simplement. Il crée en plus un euro numérique. On sait très bien que derrière, c'est la Banque centrale européenne qui va gérer tout ça. Et donc, bah, c'est centralisé à mort avec en plus une entité politique. Et quand on voit la politique en Europe, je sais pas vous, mais moi, ça me fait rigoler. Enfin, à défaut de pleurer, quand je vois ce qu'ils font, bon, il n'y a rien qui va, quoi. Voilà. Par contre, là où c'est inquiétant, c'est que ils commencent à verrouiller tout l'aspect économique. Voilà, parce que pour l'instant, ce sera optionnel chez les taureaux numériques, mais je ne suis pas sûr qu'un jour, dans quelques années, une fois qu'ils auront bien mis en place l'euro numérique, ce ne soit pas obligatoire. Et ça va totalement dans leur politique de supprimer également le cash, comme par hasard. Et donc, dans quelques années, je dis dans 5 ans, dans 10 ans, s'il n'y a rien qui se passe entre-temps, eh ben, peut-être qu'on se retrouvera à un modèle à la chinoise éventuellement, ou si vous n'êtes pas vacciné, ou si vous n'avez pas bah, je sais pas, si vous n'êtes pas en accord avec le système politique en place ou contre la Russie ou autre, eh bien, pif, on vous enlève, on vous sucre vos euros numériques, on vous les bloque, et puis vous allez vous faire cuire une carotte. Voilà, c'est pas sorti de l'auberge pour ça. Bon, donc c'est pour ça, donc là je fais la transition, vous voyez, c'est un peu, bon, un peu de politique là, mais on voit quand même que les outils blockchain, c'est très puissant, mais malheureusement, bah, ça dépend aussi de comment vous l'utilisez. Et là, typiquement, l'Union européenne utilise la blockchain, donc l'euro numérique, parce que derrière, c'est la blockchain, hein, pour verrouiller un système économique. Parce qu'il ne faut pas nous prendre pour des jambons. On sait très bien que derrière, s'ils font ça, c'est pas uniquement pour soutenir, soi-disant, le système traditionnel existant, c'est pour, oui, c'est pour contrôler les citoyens quand même plus en profondeur qu'est-ce qui nous contrôle déjà? Et dans tout ça, c'est pas étonnant du coup de voir que dans ce contexte géopolitique déstabilisé et monétaire également déstabilisé, eh bien vous avez le cours de l'or qui a encore battu un record cette semaine. Il a battu un record, tenez-vous bien, de 124 340 euros le kilo. Et là, aujourd'hui, ben, nous sommes à 123 000, bah, 124 000 euros, hein, en fait, le kilo. Et donc, on va voir ce que ça donne demain, la réouverture des marchés sur l'or, mais je ne serais pas étonné qu'on continue de faire péter les records sur l'or au vu du contexte. Voilà, au vu du contexte actuel, c'est l'or nous passe un message, tout simplement, qu'il n'y a rien qui va. Et pas besoin de l'or pour le comprendre, hein. On voit bien qu'il suffit de regarder les informations pour voir qu'il n'y a rien qui va au niveau mondial. Et l'argent, c'est là où c'est le plus
impressionnant et le plus intéressant, c'est qu'en une semaine, regardez, une semaine, moi j'ai jamais vu ça sur l'argent, en une semaine, on est passé de 1 840 € à 2 156 € le kilo. C'est donc l'argent il nous a fait un 15% là, entre 10 et 15% de performance en seulement une semaine. Bon, donc alors moi j'avais, vous le savez, ça fait un moment que je préviens sur l'argent qu'il y a une pénurie et donc il va y avoir une augmentation des prix de l'argent. Mais je ne pensais pas qu'on aurait une explosion aussi forte, même sur une semaine, des cours de l'argent. Et même là, sur un jour, c'est encore plus impressionnant. On est passé du 26 décembre au 20, en une journée, en fait, on est passé de 2 032 € à 2 167 €. Donc ça, c'est un truc de fou pour l'argent. J'ai jamais vu. Et moi, je pense, je dis, c'est mon avis personnel, c'est peut-être que je me trompe, mais je pense que ça va continuer. Pourquoi? Parce que regardez, là, j'ai un article de Business Bourse du 28 décembre 2025, tout frais, aujourd'hui. Donc, les stocks d'argent se vident, pénurie historique et crise de confiance imminente. Donc, il y a une tension qui est en cours, là, vous voyez, sans précédent sur le marché de l'argent, donc c'est très bien dit. Vous voyez, il y a plusieurs phénomènes. C'est pour ça que j'ai trouvé l'article très intéressant. C'est qu'il y a la liquidation des stocks de la LBMA et qu'il y a une illusion qui a cédé. Je vous ai parlé des contrats à terme, des contrats futurs la semaine dernière pour vous expliquer justement pourquoi il y avait un choc sur les prix de l'argent. Eh bien, tout simplement parce que par exemple, le London Bullion Gold Market, donc la Market Association, c'est ici, est en état de verrouillage. C'est-à-dire qu'on ne peut plus acheter d'argent sur le London Bullion Market Association. Et donc, tout simplement parce qu'il n'y a plus assez d'argent physique livrable pour honorer les milliards de dollars de contrats au comptant. Tout simplement. Donc, c'est pour ça, on est en train vraiment de vivre une période historique sur les cours de l'argent. Et donc, vous avez une crise de liquidité qui est totale, c'est clair, mais vous avez aussi le rôle de l'argent face à l'érosion de la confiance. Ça, c'est ce que je vous dis, même pour la crypto-monnaie, pour le Bitcoin, c'est-à-dire pourquoi les gens se réfugient dans le Bitcoin, c'est parce qu'il y a une perte de confiance dans le reste, en fait. Voilà, c'est aussi valable pour l'or et l'argent. C'est ce qui explique pourquoi l'or et l'argent augmentent autant. Bon, que vous avez une énorme demande sur en plus une crise de liquidité. Et l'argent, c'est pire que ça, c'est qu'il n'y en a même plus. Donc là, l'or, il y en a encore, l'argent, il n'y en a plus. Bon. Et moi, je le vois, hein, je peux, à l'agence dans laquelle je suis, on peut même plus commander des pièces d'argent. Toutes les pièces d'argent, les Maple Leaf, Philharmonic, tout ça, pour mes clients, je peux plus les commander. Il n'y en a plus sur le marché. Donc c'est là où on voit vraiment, c'est du jamais vu, quoi. J'ai jamais vu ça. Et donc, on parle effectivement de accélération du reset monétaire, une stratégie de protection. Voilà. Le bouclier des métaux précieux. Pour ça. Je fais l'article très intéressant, de toute façon, je le mettrai en description de la vidéo, en source. Comme ça, vous pourrez aller jeter un coup d'œil et le lire si ça vous intéresse plus en détail, cet aspect-là. Et du coup, pour ces raisons-là, je pense que l'argent, on n'a encore rien vu au niveau de l'augmentation. Après, si vous êtes dans l'argent depuis quand même un petit moment, je dirais 5-6 mois, c'est pas déconnant de commencer à prendre des profits. Parce que cette augmentation des cours de l'argent ne sera pas, ça va pas monter à l'infini vers le haut, hein. Il y a un moment, ça va rebaisser. Bon, je pense qu'on a encore un bel avenir dans le sens des prix du terme sur l'argent. Je ne serais pas étonné qu'on dépasse les 100 dollars. On les fume très facilement, les 100 dollars, parce qu'il y a tout qui est, bah, il y a tout qui est simplement en place pour qu'on fume les 100 dollars l'once d'argent. Mais là, on est à 67, 75 dollars, pardon. Bah, on va fumer les 100 dollars parce que il n'y a plus d'argent, déjà, une pénurie. Vous avez le ratio or-argent qui a jamais été aussi haut, donc on va avoir une baisse, je pense, de ce ratio-là, un équilibre qui va se faire, qui est peut-être déjà en train de se faire. Bon, voilà. Et puis surtout, vous avez la demande en argent qui est en train d'exploser. Parce que je rappelle que vous avez l'argent qui est très demandé dans l'armement, donc tout ce qui est la guerre. Et malheureusement, bah, aujourd'hui, la guerre, elle est en expansion, hein. Russie, Gaza, bon, j'en passe et des meilleurs. Vous avez la transition énergétique, les panneaux solaires. Vous avez une énorme demande sur les panneaux solaires au niveau mondial qui est en train d'exploser. Et dans les panneaux solaires, ben, vous avez de l'argent.
Et enfin, vous avez l'intelligence artificielle, qui est peut-être le narratif qui explose le plus en ce moment, avec en plus OpenAI, tout ça, et surtout des data centers qui explosent et qui émergent de droite à gauche. Et donc, ces data centers, eh ben, ils ont une énorme demande en argent. Donc, tout ça fait que la demande en argent est en train de littéralement exploser et il y a littéralement pas assez d'argent en face pour combler la demande. Donc, résultat, ben, choc de liquidité. Et ça, vous voyez, c'est hyper intéressant parce que moi, c'est ce que je vois, c'est ce que je me dis depuis un moment quand même. C'est ce qui va se passer pour moi sur le Bitcoin. C'est qu'un jour, on aura le même problème, c'est-à-dire qu'on n'aura plus de Bitcoin dans les caisses pour livrer à droite à gauche. Sur les plateformes exchange, mais également dans les banques. D'ici là, vous verrez que les banques se mettront au Bitcoin et vendront du Bitcoin. Et donc, le Bitcoin sera réservé en fait à l'élite à un moment donné. Et nous, on aura l'Ethereum, quoi. Et encore. Et encore. Non, mais je rigole, mais on n'est pas loin, pas loin. Voilà. Donc sur ce, je pense que je vais arrêter là du coup pour la vidéo, je vais faire la petite conclusion, mais je pense que 2026 va être extrêmement intéressante, surtout que je pense que notamment en France, on n'est pas loin d'un mouvement quand même social, à mon sens, hein. Quand je vois la colère des gens, la montée quand même de la colère sur l'aspect de l'inflation, sur plein de choses, les scandales de corruption à l'État, enfin un paquet tous les jours on en apprend. Donc je ne serais pas étonné même qu'il y ait des mouvements sociaux 2026 et sur fond bah, justement d'explosion de l'or et de l'argent qui sont justement le pool de la société quelque part. Et donc on sent que on n'est pas loin de qu'il se passe quelque chose. Voilà. Donc c'est pas un hasard, hein. C'est un symptôme, hein. C'est-à-dire que la montée de l'or et de l'argent, faut prendre ça comme un symptôme d'un problème dans la société. Clairement, parce que l'or et l'argent ne sont pas censés monter comme ça. Voilà. Et je pense que le Bitcoin, on aura aussi de belles surprises en 2026. Je peux me tromper, hein, clairement. Mais avec ce qui se passe, je pense que tôt ou tard, le Bitcoin va rejoindre les performances de l'or, de l'argent, parce qu'il est considéré comme une valeur refuge, au même titre que l'or, mais à un cadre numérique et l'alternative parfaite, le Bitcoin, pour justement combler, et le Nigeria le précise, le montre très bien, c'est pour ça qu'il y a autant de Nigérians qui sont réfugiés dans le Bitcoin, c'est qu'en cas de crise de liquidité, en cas de crise économique dans une banque centrale à une échelle d'un pays, eh bien les citoyens n'ont pas d'autre choix que de se réfugier dans le Bitcoin. L'or, l'argent, c'est bien, mais le problème c'est que c'est peu pratique et c'est pas facile. Voilà. Donc, je pense qu'on a vraiment le Bitcoin va être poussé par les citoyens, peut-être à terme, et les institutionnels, hein, bien sûr, alors que l'or et l'argent vont être poussés et sont en train d'être poussés uniquement pour l'instant, en tout cas en grande partie par les banques centrales, notamment des BRICS, qui sont une énorme demande en tonnes d'or et même d'argent, et également les particuliers, bien sûr, mais dans une moindre mesure. Voilà. Mon avis, hein, je peux me tromper, mais c'est ce que je suis en train enfin, à mon avis, c'est ce qui est en train de se passer là-dessus. Après, n'hésitez pas à me dire votre avis, parce que tous les avis, je pense, sont valables, hein, clairement, surtout sur l'économie, qui n'est pas une science exacte. Donc voilà, n'hésitez pas. Sinon, bah écoutez, je vous fais la bise, je vous dis profitez bien du jour de l'an. Je vous dis pas encore la bonne année, parce que en avance, ça porte malheur. Donc, je vous le dirai après, prochaine vidéo, donc la semaine prochaine. Et puis sinon, prenez soin de vous, faites bien la fête, et puis à la prochaine. La bise, ciao.